bonjour, rebonjour. Bonjour. Nous sommes là cet après-midi pour discuter de l'immigration et l'intégration en Europe. Donc voilà, je voulais aussi rappeler que c'est enregistré. Donc en fait, ce que vous dites est repris sur le site de l'association. Et si vous ne voulez pas être filmé, vous faites comme la demoiselle, vous vous mettez dans le coin, donc il n'y a pas aucun souci. Voilà, moi je propose donc qu'on aborde ce sujet de l'immigration, de l'intégration. Qu'est-ce que c'est pour vous l'immigration? Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc pour moi, l'immigration, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de masse. Donc c'est une façon de voir un petit peu la nouvelle globalisation. Donc maintenant, on a parlé tantôt de la démocratie donc, numérique. C'est une façon de voir le monde. Donc il y a une autre façon de voir le monde aussi, c'est d'immigrer, donc d'aller le plus loin possible. Pourquoi? Parce que bon, il y a plusieurs sortes d'immigration. Elle peut être économique, je veux dire militaire ou même écologique. Mais actuellement, c'est vrai que le mot immigration c'est un sujet non pas tabou, mais qui fait peur énormément aux citoyens parce qu'elle est mal comprise, elle est mal vue, elle est mal vécue. Donc il serait temps que nos élites puissent expliquer aux citoyens européens leur vision de l'immigration, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils veulent comme immigration. Le problème, c'est que les gens maintenant confondent avec immigration et comment dire donc et le fait de le remplacement. Certains prônent ça comme un remplacement de l'identité européenne. Non, c'est une façon justement c'est une perception du nouveau monde dans lequel on vit. Le monde s'est fait grâce aux immigrations. Voilà, donc quand on voit les États-Unis, quand on voit le Canada, l'histoire s'est faite comment? Grâce à l'immigration. Donc voilà, elle peut être une bonne chose, mais il faut qu'elle soit encadrée et bien comprise par les gens, par les citoyens. À votre tour. Oui, hein, dans l'immigration, il y a plusieurs sortes de migration, comme monsieur l'a dit, hein, donc écologique, économique ou pour raison de guerre. Hein. Donc dans l'immigration, on a un peu tout et n'importe quoi. Donc on mélange ceux qui sont des réfugiés, ceux qui viennent illégalement, ceux qui veulent simplement avoir une vie meilleure. Et donc du coup, dans la tête des gens, c'est quelque chose qui est un peu flou parfois. C'est aussi en ce moment avec les tensions qui existent, en tout cas avec le terrorisme, le fait qu'on est dans une crise économique, on a tendance à vouloir trouver des gens qui seraient coupables de nos problèmes. Et souvent, ce sont les migrants, ceux qui arrivent chez nous, qui sont normalement, on va dire, pointés du doigt pour la montée de l'extrémisme ou ce genre de choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme vous? Ou vous êtes minoritaire Je pense que c'est difficile à dire parce que je pense que beaucoup de gens ont beaucoup d'idées et c'est assez varié. Il y a des gens qui sont vraiment anti-immigration parce qu'ils pensent que les étrangers, que l'encadrement des personnes étrangères est très mal fait et qu'il ruine notre économie. On a toujours cette idée que l'étranger vole notre travail tout en profitant de nos allocations sociaux. Donc du coup, il y a cette ambivalence. Et donc du coup, la plupart des gens ne sont pas non plus confrontés aux personnes qui arrivent dans les centres Croix-Rouge ou qui... il n'y a pas beaucoup de mélange entre on va dire, ceux qui sont ici et ceux qui arrivent ici. Donc du coup, tout le monde se fait un peu sa propre idée de ce que c'est un migrant et de ce qu'il recherche ici. D'accord, merci. Voilà. Donc, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui. So I hope it's fine if I do it in English because my French is not so good. Can you... Yes? The question as well?
Wilt u een vraag stellen misschien, ja? Stelt u maar in het Nederlands en ik zal proberen die te vertalen. Ja, wat was de vraag waar we begonnen? Mijn vraag was, wat denken jullie wat de immigratie is? Dat was de vraag. Yeah, so I have the idea that immigration is like a topic currently that's indispensable in our current system. Like we have a very globalized world. People are coming from all over the world to different places. And it's actually a normal, normal process within countries actually. But we have the feeling in Europe that it's something that is terrifying or something that is taking away our culture or something that is dangerous for us for some reason. But instead of looking at the positive side, I have the feeling that a lot of the negative side is often seen and also stressed within the media and stuff like that. Yeah. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à entreprendre pour changer cette image parfois négative que la majorité des citoyens pourraient avoir par rapport à cette immigration qui fait peur? Oui, comme je dis, donc voilà, je reviens donc à cette vision-là. Donc il serait temps que le politique puisse expliquer, je veux dire, la vraie signification de l'immigration. C'est que, voilà, s'il y a autant de masses qui viennent en Europe, c'est qu'il y a une raison. Le pourquoi, le comment, le tenant de l'aboutissant. Le problème, c'est que maintenant, donc, on joue avec les peurs. Il y a moyen d'encadrer ça. Je ne dis pas qu'on peut, je ne dis pas qu'on doit accepter toute la misère du monde. Elle est impossible. Parce que sinon, ce serait 7 milliards sur le continent européen. Enfin, on se comprend. Donc voilà, donc il y a moyen d'encadrer cette question-là immigratoire, mais le problème, c'est qu'au sein de l'Union européenne, il y a pas mal de divisions. Surtout, vous avez d'un côté, vous avez les pays de l'Est, qui, en masse, vraiment en masse, mettent en pratique une politique ségrégationniste. J'utilise le mot, pour moi, qui me convient le mieux. Mais ils oublient que leur situation a changé grâce à l'Europe. Ils oublient l'immigration, je vais dire, de l'Est depuis tout temps. Donc ça, ils ont tendance à l'oublier. Et puis, vous avez un rejet de l'immigration vu soit par les anglo-saxons ou les pays du Sud, comme un remplacement de leur identité culturelle et idéologique. Voilà, ils parlent de maintenant, oui, on a peur que demain, ben voilà, ce sera une population métissée. Non, c'est que moi je pense qu'il faudrait expliquer, c'est vraiment expliquer la vraie signification de l'immigration. C'est que voilà, elle est là, elle existe. On ne pourra pas la supprimer. Parce que pourquoi actuellement, comme je dis, donc c'est une question économique, mais il a été prouvé que d'ici des dizaines d'années, il y aura une autre immigration qui sera beaucoup plus forte que celle d'aujourd'hui, qui sera écologique. Que va-t-on faire? Ce ne sera pas 5 ou 10 millions de personnes qui vont immigrer, ce sera par centaines de millions. Voilà, donc c'est comment on va faire? Comment va-t-on faire? Une Europe forteresse? Impossible à la mettre en place. Parce que pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'Europe va se refermer sur elle-même. Et beaucoup de pays vont faire ça automatiquement. C'est réciproquement, ok, voilà, vous fermez les frontières, ah ben nous aussi on va fermer les frontières. Mais pour autre chose aussi. Donc voilà, l'Europe, elle a besoin du monde, comme du monde, elle a besoin de l'Europe. Donc encore une fois, donc, il serait temps de pouvoir poser les bonnes questions. Et nous sommes à la croisée des élections européennes. Ce que je remarque, ce qui m'attriste, c'est que maintenant, le thème de l'immigration est devenu un thème primordial. Non pas pour trouver de solutions, mais comment expliquer, c'est mon voisin, mais pour désigner un coupable. D'accord. Voilà. Même question, que pensez-vous qu'on puisse faire pour que cette immigration ne fasse pas peur aux citoyens européens? Bon, moi je suis une personne assez optimiste dans la vie et je pense que si on arrivait à faire en sorte que les personnes, je veux dire, de toute la population de la Belgique arrivaient à faire des débats, à rencontrer d'autres personnes qui sont dans ces situations-là, je pense qu'ils s'ouvriraient un peu plus et n'auraient un peu moins peur, puisque en fait l'imaginaire, l'inconnu nous effraie un peu. Et donc pour briser en fait cette imagination, ce fantasme, je pense qu'il faut avoir plus de contact avec la population visée. Donc voilà. Il n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui est très rarement dans ça. Il y a quelques cas qui se font, mais on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans une société interculturelle où toute la population échange avec tout le monde. Je pense qu'on est souvent chacun dans son coin. Et le problème, c'est que chacun dans son coin, on a tendance à privilégier son propre groupe et à rejeter l'autre groupe. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution négative? Est-ce qu'on était plus proche il y a 10 ou 20 ans? Et est-ce qu'aujourd'hui, les chemins sont de plus en plus en train de s'écarter?
On pourrait constater ça dans certains quartiers. Je n'ai pas l'impression que les choses ont tellement changé en fait. Je veux dire, peut-être que les médias sont beaucoup plus présents et nous donnent un sentiment de peur plus omniprésent avec l'interconnectivité, donc Internet, toutes les news, sachant qu'il y a beaucoup de faits divers et de fake news qui circulent. Donc on a peut-être tendance à se dire que le monde s'aggrave alors que les dernières statistiques qu'on montrait, qui ont été faites, nous montraient qu'il y a de moins en moins de problèmes, de crimes, de criminalité, de délits. Et donc du coup, je pense que c'est plus en effet des médias qui aggravent ce genre de choses, mais je ne pense pas que la société en elle-même soit moins qu'avant. Je ne pense pas qu'elle ait tellement changé que ça en 10-20 ans. C'est l'image véhiculée par les médias qui donne cette image réelle, mais ce n'est pas cette réalité-là. Quand on parle d'immigration, on parle aussi, monsieur disait qu'elle est inéluctable, effectivement, on parle aussi d'intégration. Qu'est-ce que chacun de vous deux comprend sous ce terme-là, intégration? Est-ce que c'est un terme qui est approprié d'après vous? Qu'est-ce qu'il signifie? Pour continuer à répondre, en fait, le problème du mot intégration, c'est que c'est un terme assez polysémique. Donc du coup, on peut entendre tout et n'importe quoi. Intégration, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'intégration, c'est le fait qu'une personne d'une origine différente que la nôtre adapte toutes nos coutumes et nous ressemble trait pour trait? Est-ce que c'est le fait qu'elle ne fasse pas de problèmes chez nous? Qu'est-ce que c'est l'intégration? Est-ce que c'est une assimilation? Est-ce que c'est le fait de... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord définir l'intégration avant de pouvoir... Un mot qui est fort usité par les politiques. Oui, c'est un mot assez politisé, mais il faudrait savoir de quoi on parle avant de pouvoir vraiment rentrer en profondeur. Je reviens à ce que mon voisin a dit. C'est vrai que le terme intégration est mal compris, elle est mal vécue par les gens. Donc c'est vrai que les gens maintenant confondent intégration et assimilation. Mais qu'est-ce que c'est une intégration? Quand les politiques disent que les étrangers doivent s'intégrer, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est une intégration? Je suis issu de la deuxième génération. Je suis issu d'une famille marocaine, qui est venue ici dans les années 60 pour travailler dans les mines. Manque de main d'œuvre. Donc moi je suis né ici, je me sens belge, européen, avec mes origines, mes croyances. Donc je me dis mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi parle-t-on encore d'intégration? Pourquoi doit-on me dire qu'on m'intégrer? Alors ils me disent oui mais tu dois respecter les lois du pays dans lequel tu es. Oui je les respecte. Mais quand je leur pose la question différemment, et le belge de souche qui ne respecte pas les lois, qu'est-ce que c'est? Je leur pose cette question-là, ils n'ont pas de réponse. Donc je me dis, votre vision de l'intégration, elle est fausse, elle est faussée. Voilà, ce sont des péjoratifs, c'est juste encore une fois, c'est pour stigmatiser une certaine communauté. Moi, je me dis que non. Une intégration, c'est pour moi, ça doit être... Le mot, il est beau, je ne dis pas le contraire. Mais qu'est-ce que c'est l'intégration? C'est permettre à la personne qui vient dans le pays à pouvoir s'intégrer, mais dans le bon sens du terme. Voici, tu es ici, tu as ta place, en tant que tel, avec tes différences, avec ta culture. Voilà. Il y a des droits, il y a des devoirs, mais ne change pas ta personnalité. Voilà, c'est comme une bande dessinée. Une bande dessinée, c'est plus beau en couleur. Voilà, ta place, elle fait partie en tant que telle dans la situation belge, population belge. Voilà. Pour moi, c'est ça une intégration. Mais lui dire, non, tu t'appelles Hassan, tu dois t'appeler Jean-Jacques, tu dois manger du porc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc je ne dis pas ça méchamment. Tu dois plus croire en ton Dieu. Tu dois remettre en question tes origines. Non. Non, on en revient à ça, ça s'appelle une assimilation. Et c'est un terme, ce sont des thèses qui sont utilisées, hélas, par des groupes, encore une fois, et depuis le matin que je le répète, par des groupes populistes, extrémistes de droite. Et je ne peux adhérer à cette vision-là. Voilà, donc je suis belge, je suis européen, avec ma culture, avec ma religion, avec mes origines, mais ma place, elle est ici, parmi vous tous. C'est un mot qui est utilisé un petit peu par tous les hommes politiques, je pense, pas uniquement ceux de droite ou d'extrême droite. Et alors c'est intéressant votre position, puisque vous êtes de la deuxième génération.
Comment les gens de la deuxième ou de la troisième génération perçoivent ça? Un petit peu comme vous en général ou... Non, le problème c'est que donc moi j'ai 44 ans, donc c'est vrai que je suis dans 74, mais quand je vois la jeunesse actuelle maintenant, qui sont eux issus de la deuxième, troisième, voire même quatrième génération, ont une autre vision, je vais dire, de la culture occidentale. Pourquoi? Parce que on est arrivé à un stade où il y a un repli sur soi. Pourquoi? Parce que le jeune, je parle autour de moi, ils me disent j'en ai marre d'être contrôlé à cause d'élite faciès. J'en ai marre d'être recalé pour un travail parce que je m'appelle Mohamed. J'en ai marre d'être jugé parce que je suis un musulman. Donc automatiquement on crée un repli identitaire, mais je préfère culturel et cultuel. Donc voilà, donc ça crée des conflits. Et là, ce qui m'attriste, c'est que la génération de maintenant ont une image négative, mais négative, hein, parce que je vis dans un quartier à majorité étrangère, ils ont une image négative des institutions donc européennes et occidentales en général. Ils se disent, ah ben s'ils nous rejettent, ah bon, pourquoi alors faire en sorte qu'ils nous aiment? Autant rester entre nous. Non, non. L'erreur qu'a fait l'Europe, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire lors de l'immigration étrangère, dont en partie du Maghreb du Nord et turc, dans les années 60, ils auraient dû nous éparpiller et ne pas nous mettre dans un style de ghettoisation. Et c'est l'erreur que fait le système actuel. Voilà, tu es étranger, tu es arabo-musulman, eh ben on te met dans ton quartier. Voilà ton quartier, directement. C'est ce qui arrive avec les migrants. Est-ce que cette nouvelle génération, vous expliquez pourquoi elle est plus féroce, si je peux me permettre ce terme, par rapport à votre génération, la première génération? Est-ce qu'ils sont davantage stigmatisés aujourd'hui qu'auparavant? Mon voisin a dit un mot, il a dit un mot juste, les médias. Les médias. Avant, les médias n'étaient pas aussi forts que maintenant. On parlait des conflits interreligieux, donc dans les années 80, donc on a eu la tension Iran-Irak et tout ce qui s'ensuit, plus l'organisation Libération de la Palestine de Yasser Arafat. Donc, mais il n'y avait pas le même impact médiatique que maintenant. Maintenant, tout ce qui touche, je veux dire, sur les migrants, sur l'islam, on la capte directement. Numérique ou médiatique. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Waouh! Et tu t'imagines, s'il y a 1 million de musulmans qui viennent en Europe, qu'est-ce qu'on va devenir? Non, non. Encore une fois, faut arrêter. Alors cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'essayer de... Par rapport, donc je prends ma génération, on est issu d'une génération. Avant, comme je dis, vous savez, avant il n'y avait pas de musulmans, de juifs, d'arabes ou de blancs ou de noirs. On était une bande de copains. On était une bande de copains, voilà. C'était ça avant la vision que j'avais. Maintenant plus que ce qu'on voit, maintenant on voit des groupes. Vous avez les arabes d'un côté, vous avez les noirs de l'autre, vous avez les blancs d'un côté, les chrétiens, non, ça ne va pas ça. Et vous expliquez ça par les médias principalement? Oui, bien sûr. Je les tiens responsables d'une certaine situation identitaire au sein de l'Europe. Pas tous, mais certains. Monsieur à côté, vous en pensez quoi de cette affirmation? Je vais essayer d'être moins tranché puisque c'est une situation que je connais moins. Je ne fréquente pas autant les personnes, je veux dire, les personnes du quartier que je fréquente sont souvent mon voisin. Donc, c'est une personne très gentille, mais voilà, je ne connais pas la situation des jeunes de mon quartier. Mais c'est vrai que les médias ont bien sûr un très grand rôle à jouer, mais je ne pense pas qu'il y a que les médias. Je veux dire, s'il y a des problèmes d'intégration, c'est aussi il y a une part de responsabilité aussi du gouvernement belge et de la politique qui a été faite jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, je pense que tout le monde a sa petite part de responsabilité, d'autres plus que d'autres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Là, on est dans les constats. Si maintenant on part vers un monde nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour changer cette réalité-là? L'immigration, on va dire qu'elle est là, qu'elle va continuer. Mais par rapport à ce terme, ou enfin, qu'est-ce qu'on fait pour faire... Moi, je ne vous le cache pas. J'ai un terme qui m'est cher. On va dire le jour où l'immigration, elle s'est mise en place au sein de l'Union européenne, moi, il y a un terme qui peut nous unir, c'est la coexistence. C'est tout ce que je peux dire. La coexistence. C'est que connaître l'autre,
de chaque côté, connaître sa culture, son identité, son pays, sa culture, tout ce qui s'ensuit. Et voilà, et on ira vers un monde meilleur. Mais la coexistence, pour moi, elle doit être initiée déjà à l'enfance. Voilà. Donc, en les éduquant de cette manière-là, nous aurons une Europe beaucoup plus tolérante, beaucoup plus ouverte et moins renfermée sur elle-même. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on utilise aujourd'hui, le vivre ensemble? Vous entendez par là aussi coexistence ou c'est autre chose pour vous? Non, pour moi, le vivre ensemble et la coexistence se valent. Le problème, c'est que on a eu un certain temps ici en Belgique les accommodements raisonnables. Comme au Canada, je pense. Voilà, comme au Canada. Donc voilà, ils se disent, écoutez, voilà, les accommodements raisonnables, voilà, c'est ce qu'elles disent. Pour le respect de tout à chacun, le fait de vivre ensemble, voilà, il faut respecter la culture de l'autre, tout ce qui s'ensuit. Mais le problème, c'est que ça a été refusé par certains, je ne dis pas mouvements, mais par certains politiciens. Et voilà, donc certains politiciens ne veulent pas d'une coexistence et du vivre ensemble. Oui, ils la veulent, mais à leur façon. Et ça, je ne suis pas d'accord. Le voisin, vous pensez quoi de la coexistence qu'on apprend dès le plus jeune âge et du vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est Est-ce que vous avez d'autres idées pour créer un nouveau monde? En fait, pour le vivre ensemble, le problème, c'est qu'il faut prendre en compte tous les partis. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment. Le problème, c'est que on a tendance à vouloir forcer un peu tout le monde à faire d'une certaine manière et ça provoque des tensions. Et ça, je le dis autant pour les personnes musulmanes qu'on voudrait forcer à manger du porc qu'aux personnes belges qu'on voudrait... qu'on leur dirait de tout tolérer. Et donc le problème de vouloir forcer tout le monde à faire d'une certaine manière, c'est que tout le monde n'est pas content. Et tout le monde se sent un peu agressé dans son identité. C'est pour ça que le vivre ensemble est très compliqué. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'énormément complexe dans un monde où on est dans un monde globalisé, où il y a des cultures de partout, des communautés qui se forment un peu ici et là. Donc du coup, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas la solution à ce genre de choses. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait plus de dialogue et qu'on prenne en compte les avis de chacun. Donc, je suppose que vous connaissez tous les deux Amin Malouf, qui a écrit Les identités meurtrières. Non, je ne connais pas. Qui dit que les identités sont multiples, en fait. Oui. Voilà. C'est peut-être ça aussi l'apprentissage, de se dire qu'on peut être belge catholique, belge musulman, et qu'on est aussi démocrate ou autre chose. Donc les identités sont multiples et c'est peut-être ça qu'il faudrait essayer de développer et de faire comprendre. Vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Alsjeblieft. In het Nederlands, we zijn een beetje overal bezig. Wat is immigratie? Gaat dat blijven duren? Ja, zeggen ze. Wat is integratie? Is dat een goed woord? Ze zeggen nee, dat is een politiek woord dat je niet moet gebruiken. En zij zeggen dus dat je moet leren samenleven. Dat je moet leren vanaf aan de kleinkinderen dat we verschillen hebben, maar dat we daarmee moeten leren leven en dat vanaf ze klein zijn moet geleerd worden. So I have the feeling that migration is nowadays very a politicized word. And I'm from the Netherlands, and we have quite some politicians that really use the word migration to create a we and they culture. So for example, there was one politician, he said, well, we have this culture of tolerance and openness, and we have that here for thousands of years. Well, the Netherlands is not even that old. That doesn't exist for so long. So it's really a way to create this idea for us. We have a culture that's so open and tolerant, and them, and that's of course kind of implicating that they don't have that culture and they are not tolerant and they are not open, even though this is not based on facts at all. So I really feel that this word migration is really a politicized word, and not a word that so a word that immediately has so many associations, and mainly in a negative way, that it's not able anymore. It's hard nowadays to have a proper discussion about it. Without having these
prejudices that we have from media and from politicians and from, yeah. Donc, parce que j'ai pas tout compris. Elle a un petit peu expliqué comment ça se passe aux Pays-Bas. Que voilà, ils essayent d'avoir une politique quand même de tolérance, mais que ce n'est pas toujours bien compris non plus des deux côtés. Oui, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas bien comprise des deux côtés, parce que bon, il y a un manque de communication. Le problème, c'est que il y a un manque de communication qui est voulu par l'élite, et la communication entre les citoyens, entre les peuples, elle est complètement différente. Le problème, c'est que tellement que les citoyens sont déconnectés du politicien, maintenant ils se basent sur ce que les réseaux sociaux disent, ils mettent en avance. Voilà, c'est maintenant vous savez, j'utilise énormément les réseaux sociaux, je suis hyper connecté. Quand je lis des pages suprémacistes, extrémistes, blancs, ou alors quand je lis des pages extrémistes religieux de chez nous aussi, faut faire la part des choses, il ne faut pas accuser un camp ou à l'autre. Je me dis, waouh, mais on n'est pas prêt d'avancer. Donc voilà, donc maintenant le problème, c'est que maintenant le politicien met en place une pratique ou une vision de la politique pour réunir les deux peuples. Mais le citoyen ne croit plus en ça. Parce que pourquoi? Parce que... C'est qu'il est trop tard pour se vivre ensemble? Vous êtes pessimiste par rapport à ça ou... Non, parce que si j'étais pessimiste, je ferais comme une certaine communauté. Vous avez donc une certaine communauté qui fait le alaya, et nous, en arabe, on dit le hijara. Le hijara, c'est quoi? C'est une rémigration. Et non pas une immigration, c'est une rémigration qui veut dire dans le sens contraire. Retourner dans mon pays d'origine. Non, mon pays est ici. Je suis belge à part entière. Peut-être que mon prénom ne le fait pas trop, peut-être ma couleur de peau ne le fait pas trop, mais je suis belge à part entière. Mon pays est ici. Mes enfants sont nés ici. Je veux un monde idéal pour mes enfants. Donc je me battrai pour le pays au lequel j'ai grandi. Voilà, donc je ne laisserai pas un quartier, une rue, ou un trottoir, ou une maison à des gens qui prônent l'identité culturelle et philosophique. D'accord. Et donc la question c'était... Est-ce qu'il est trop tard pour le vivre ensemble? Est-ce qu'on est trop loin déjà? Comme je l'avais dit un peu plus tôt, je suis plutôt de manière optimiste, donc du coup je pense que non, ce n'est pas trop tard. Et je pense qu'on peut toujours faire changer les choses si on s'y met, si on essaye de faire... Je pense que si on commence à être défaitiste, je pense que c'est la pire manière de faire changer les choses. Mais entre la coexistence qu'on va apprendre aux jeunes enfants et ceux qui sont déjà adultes aujourd'hui, comment est-ce qu'on va gérer ce temps-là? Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Vous savez, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Souvent, les parents écoutent leurs enfants. Voilà. Si à la base on leur apprend le vivre ensemble, la coexistence, et si maintenant demain le papa il dit un exemple, il y en a marre des étrangers. Oui mais papa, peut-être que tu en as marre des étrangers, mais voilà ce qu'on me dit. Voici la vraie vision de l'étranger que tu as. Voilà pourquoi ils fuient leur pays. Voilà ce qu'on montre la réalité. C'est pas celle que montrent les médias. Donc ça fera peut-être réfléchir les consciences. C'est inéluctable. C'est que, comme mon voisin ici, il est optimiste. Et j'en suis ravi de l'entendre. Moi aussi, je suis optimiste. Je ne dis pas que je suis défaitiste. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. J'aurais dû vous le dire, moi, l'Europe, j'en ai rien à foutre. Non, pas ça. Je crois en cette Europe-là. Voilà, en une Europe citoyenne, tolérante, ouverte, sur le monde et sur elle-même. Et voilà, donc pour moi, je vous dis donc, l'éducation, le savoir est une arme. J'adore ce terme-là. Si on éduque les enfants à une vision du monde tel qu'il est, avec sa diversité, ses différences culturelles, sociologiques, écologiques, culturelles et philosophiques, demain le monde ira beaucoup mieux. Mais si on joue avec des thèses identitaires, oui mais si ton papa n'a pas de travail, c'est de la faute de l'étranger qui est venu hier. Non,
Non, non, c'est pas ça. L'éducation commence à l'école, pas celle qu'on voit dans les médias ou alors sur certains réseaux sociaux et à l'extérieur de la rue. Ouais. Alors je voudrais quand même encore poser une dernière question. Vous êtes tous les deux optimistes et j'en suis ravie. Vous croyez à la coexistence à apprendre dès le plus jeune âge. Comment va-t-on gérer certains pays dont les citoyens sont déjà gangrenés par les partis populistes? Si on entend ce qui se passe en France avec Marine Le Pen qui aurait peut-être autant de chances de passer qu'un autre candidat, qu'est-ce qu'on fait avec une population qui peut-être déjà à 30-40% est gangrenée par rapport à ce populisme ambiant? C'est aussi simple. Si de nos jours, bon, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est que l'élite, l'oligarchie, celle qui dirige l'Union européenne, si elle avait pris la peine d'écouter le citoyen, si elle avait pris la peine de leur donner parole, de leur donner raison et de mettre en pratique certaines de leurs visions politiques, oui, on n'aurait pas eu la montée des populistes. C'est parce que maintenant, le problème, c'est qu'il y a une déconnexion entre l'élite politique européenne, nationale, communautaire et régionale, avec ses citoyens, qu'à un moment, le citoyen s'est senti bafoué, humilié. Alors, ils deviennent un élément important pour les extrêmes. Les extrêmes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été très intelligents dans leur manière de communiquer. Ils ne sont pas venus avec des programmes politiques bien clairs. Ils sont venus, vous avez vu l'élite, ils vous ont laissé tomber. Aujourd'hui, regarde, il y a 10 blancs ici. Demain, si on fait rien, il y aura un blanc. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça a capté les esprits. Et c'est ça qui est dommage. Et maintenant, le politique actuel, qu'est-ce qu'il fait? Certains partis dits traditionnels reprennent cette thèse-là pour éviter que ces gens-là puissent dériver vers... Et si on ne fait rien, je ne vous le cache pas, si on ne fait rien, on est à la porte, on est au début d'un 3e conflit mondial. Voilà. Je suis optimiste, mais il y a une partie de moi qui me dit que si on ne fait rien, on va vers un 3e conflit mondial qui risque d'être dévastateur. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Conscientiser les gens du bien fondé de l'immigration, que ça peut être une bonne chose et non, je veux dire, une façon de faire le grand, je veux dire, remplacement. Changer une population contre une autre. Non. Leur montrer qu'elle peut faire partie de cette citoyenneté-là européenne, qu'elle peut apporter quelque chose de bien et non de mal. Le voisin, par rapport à ce gangrenage, si je peux me permettre? Je vais essayer de relativiser un peu les choses encore une fois. C'est que c'est pas parce que par exemple il y a 20% de Français qui votent Marine Le Pen que ce sont 20% de personnes racistes. Donc faut savoir que quand on revient Marine Le Pen contre on va dire Macron, quand on voit la situation actuelle avec Macron, on peut se douter pourquoi les gens veulent bien voter Marine Le Pen, que ce soit pour un programme politique où ils partagent leur idée. Hein. Je veux dire, on peut être raciste et je veux dire, ce n'est pas un crime en soi, avoir partagé certaines idées racistes. Mais on peut aussi adhérer à certains parts de son programme qui était plutôt à gauche comparé à celui de Macron. Donc du coup, c'est pas parce que certains adhèrent à un programme qu'ils le suivront jusqu'au bout, ou qu'ils adhèrent complètement à leurs idées politiques. Et donc, pour revenir, peut-être qu'au pays de l'Est, ils sont beaucoup plus fermés d'esprit. Et je ne pense pas que ce soit... je veux dire, en fait, ce que j'essaye de faire passer comme idée, c'est qu'il ne faut pas non plus commencer à faire en sorte qu'avoir une pensée raciste, il ne faut pas commencer non plus à stigmatiser le fait d'avoir des pensées racistes. Parce que c'est tout à fait... je veux dire, pas normal, mais on va dire naturel. Notre cerveau, notre cerveau est basé pour faire de petites cases et ranger les gens dans ces petites cases. Et donc avoir des pensées, tout le monde en a, tout le monde a des clichés en tête, ce n'est pas grave. Par contre, commencer à faire des actes racistes, à faire de la ségrégation, à vouloir, je ne sais pas, parce qu'il s'appelle Mohamed, à ne lui refuser une location, ça c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment punir. Mais ce que je veux dire, c'est que si on commence à stigmatiser les gens qui ont quelques pensées racistes, ou à dire directement qu'ils sont racistes parce qu'ils ont quelques idées racistes, ça risque de faire
un cercle vicieux où on va le rendre effectivement de plus en plus raciste parce qu'il va se sentir de plus en plus agressé. Et donc le moyen, je trouve, le plus efficace, c'est genre tu penses que on va dire, les juifs, ils ont un grand nez et ils aiment l'argent, ce serait le meilleur moyen, à place de dire que c'est un antisémite, plutôt d'en parler avec lui, de voir pourquoi il pense cela et d'essayer de détricoter tout ça et lui dire qu'en fait, dans la réalité, non, ce n'est pas comme ça. Mais c'est pas en imposant son idée, c'est pas en obligeant la personne ou en la catégorisant de raciste ou de je ne sais pas quoi qu'on fera avancer les choses. Donc c'est avec la parole, évidemment, qu'on puisse faire avancer les choses. Mais c'était sur le plan politique que je posais la question. Si ces populations sont gangrenées sur un plan politique et qu'il y a certains partis qui arrivent au pouvoir, il peut à ce moment-là y avoir peut-être danger. Ouais, donc c'est difficile à quel point on peut tolérer les partis politiques qui sont dits extrémistes. Et le problème, c'est qu'il faut... Si on commence à en interdire à ces partis, on commence à devenir un peu fasciste nous-mêmes. Et donc, à quel point on tolère la liberté d'expression, jusqu'où on met la limite. Et ça, c'est quelque chose que, je veux dire, je trouve que ce serait aux citoyens, via de grands débats, qu'on puisse définir jusqu'où on tolère les choses. D'accord. Donc si j'entends bien, c'est apprendre la coexistence dès le plus jeune âge et puis apprendre à se connaître l'un l'autre en... Le savoir est une arme. C'est ça. C'est ça. En apprenant. Donner un peu plus de pouvoir aux citoyens et faire en sorte qu'ils deviennent citoyens. En D'accord. fait. Voilà. Je sais pas si vous avez encore des choses à ajouter. Non, pas du tout. Ça a été un plaisir d'avoir débattu avec vous. Et voilà, moi je trouve que c'est une belle initiative. Ça m'attriste de ne pas voir plus de personnes. C'est dommage. C'est un sujet intéressant, mais voilà, ces gens-là, ce seront les premières personnes à critiquer qu'un parti, je veux dire, populiste arrivera au pouvoir en Europe et qui dictera sa loi. Voilà, c'est triste à dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est tout. Le message est passé, il est dans la boîte. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.